Dans une déclaration retransmise par les médias en Iran, l'ambassadeur iranien à Damas a assuré que son pays allait apporter une réponse décisive au raid imputé à Israël qui a visé ce lundi la section consulaire de l'ambassade iranienne à Damas. Cette attaque sans précédent sur un bâtiment diplomatique iranien en Syrie a fait 11 morts, dont 7 parmi les gardiens de la révolution d'Iran. Des manifestants en colère se sont rassemblés à Téhéran pour appeler à la vengeance contre Israël ce lundi soir, brûlant son drapeau et celui des États-Unis. Ce raid en Syrie survient alors qu'une base de Tsahal a fait l'objet d'une attaque de drone ce dimanche dans la nuit. D'après le porte-parole de l'armée israélienne, la cible aérienne qui a frappé la base navale d'Elia était fabriquée en Iran. Des frappes attribuées à Israël ont visé le consulat iranien à Damas en Syrie lundi. Le bâtiment situé dans un quartier huppé a été entièrement soufflé. D'après les médias locaux, 7 personnes ont été tuées dont 2 hauts gradés. Les gardiens de la révolution ont fait état dans un communiqué de la mort du général Mohammad Reza Zahedi ainsi que du général Mohammad Hadi Agir Haïmi. Tous deux faisaient partie d'une unité d'élite qui, selon Téhéran, assurait la stabilité de la région contre les ingérences occidentales. Depuis le début de la guerre à Gaza, plusieurs conseillers militaires iraniens ont été tués en Syrie. Après cette attaque, l'Iran demande une réponse internationale. Salut tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver ce soir pour cette chronique hebdomadaire avec notre ami monsieur Jacob Cohen. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors merci monsieur Cohen encore une fois d'être disponible avec nous ce soir pour cette... je les ai pas comptés, mais on en est à un sacré paquet de chroniques vu qu'elles sont hebdomadaires et qu'on a commencé il y a plus d'un an et demi maintenant quasiment. Donc voilà, je vous laisse faire le compte, mais ça fait beaucoup de chroniques. Donc merci encore à vous, monsieur Cohen, de votre disponibilité. C'est un plaisir. Hein. Voilà, donc comme je salue tout le monde sur toutes les plateformes, n'hésitez pas à partager. Nous allons commencer bien sûr avec monsieur Cohen concernant le sujet de cette semaine avec ce fameux raid sur l'ambassade, le consulat ou l'ambassade à Damas, qui a causé donc 7 morts du côté iranien, dont des hauts gradés. Oui, en fait, c'est pas la... vous savez qu'Israël bombarde régulièrement le territoire syrien. Bon, une fois par semaine, 2 fois par semaine. Il y a des victimes parfois iraniennes, parfois du Hezbollah. Mais la différence avec cette attaque, c'est que Israël a bombardé le consulat, ça veut dire un territoire considéré comme iranien, c'est-à-dire parce que un territoire diplomatique, un bâtiment diplomatique est considéré comme un morceau du territoire national de l'État. Donc c'est comme si Israël avait frappé le territoire iranien. Bon, d'abord, il y avait un objectif important, c'est-à-dire parce qu'il y avait des hauts gradés, mais surtout, c'était un message, c'était quasiment un défi. En fait, comment on peut interpréter ça, c'est que, on le sait, tous les observateurs le disent, c'est que les Israéliens voudraient enflammer la région. Parce qu'ils savent que si l'Iran entre en guerre, dans une guerre ouverte, les Américains interviendraient. Et ça, c'est le rêve des Israéliens. Ce n'est peut-être pas ça rentre pas dans le plan des Américains parce que ça risque d'avoir des effets dévastateurs sur la région. On ne sait pas ce qui peut se passer. Mais l'Iran, jusqu'à présent, en tout cas, il y a eu d'autres attaques, mais là, l'Iran va probablement répliquer, mais de manière plus subtile, de manière à ne pas apparaître, ne pas donner le prétexte à Israël et à l'Amérique d'entrer en guerre. Parce que la guerre qui aura lieu
ça ne sera pas une guerre terrestre, c'est évident. Je veux dire, les Israéliens et les Américains ne sont pas fous pour aller défier l'Iran sur son territoire, ou bien sur la mer, etc. Ça sera une guerre de missiles. Et à ce compte-là, je ne crois pas que l'Iran puisse avoir l'avantage. Voilà. Contre Israël, oui, mais contre les Américains, ça paraît quand même difficile, d'autant plus que il y a d'abord une défense antiaérienne d'Israël et des Américains, donc une bonne partie des missiles iraniens pourraient être stoppés, et l'Iran perdrait énormément dans des attaques massives. Vous savez que les Américains peuvent lancer des centaines, sinon des milliers de missiles de croisière, c'est-à-dire des missiles très d'une charge importante. Il ne faut pas oublier qu'il y a 2 porte-avions qui sont dans la région. Un porte-avions, il y a toujours 10 ou 15 navires qui les entourent, etc. Donc, les Iraniens, ils ne sont pas tombés dans le piège. Ils peuvent répliquer, ils vont répliquer. Il y va de leur honneur, de leur pouvoir, de leur influence dans la région. Il y va de leur dignité. Mais ils pourront répliquer par des moyens indirects pour ne pas apparaître ou ne pas prêter le flanc à une guerre ouverte généralisée. Donc, soit en faisant actionner le Hezbollah, soit en donnant des armes aux outils, des armes un peu plus perfectionnées, soit en agissant sur les territoires irakiens, dont une partie est contrôlée par les Américains et les Israéliens. Mais ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que Israël est entré dans une phase où il veut en découdre avec tous ses opposants. Voilà, il cherche la guerre, il titille le Hezbollah pour qu'il réplique. Il attaque la Syrie, mais la Syrie n'a jamais voulu bouger. Mais il espère que le Hezbollah bougerait. Et il espère que... En fait, voilà, les Israéliens se trouvent dans une situation, disons, délicate, sur le plan militaire, sur le plan humanitaire, sur le plan international, pour les génocides qu'il commet. Donc, s'il y a une guerre, et forcément avec l'appui des États-Unis, comment dire, le crime israélien sera plus ou moins couvert par l'intervention américaine. Et Israël ne serait pas seul à mener la guerre. Et c'est vraiment, Israël est entré dans une phase, depuis le 7 octobre, dans une phase critique, dans une phase quasiment du délire, où il cherche vraiment à anéantir par l'anéantissement du problème palestinien, la population de Gaza, la Cisjordanie, etc. Donc, disons, vu comment les choses se présentent, il ne semble pas que l'Iran va tomber dans le panneau, et ça veut dire donner le prétexte à une guerre généralisée. Et il y aura des escarmouches, probablement un peu plus costauds, un peu plus engagés, probablement de la part des Houthis, du Hezbollah, mais même le Hezbollah, il réplique, mais de manière modérée, de manière à ne pas vraiment donner le prétexte à une guerre généralisée. Parce qu'une guerre généralisée, il faut
les Israéliens ne vont pas envahir le Liban, ils ne vont pas faire l'erreur de 2006. Donc, ça sera une guerre de missiles. Bon, bien sûr, le Hezbollah, il a des moyens de faire très très mal à Israël. Mais en même temps, la réplique contre le Liban serait telle que ce pays passerait quasiment, enfin, sera détruit à 90%. Voilà, disons qu'on ne va pas vers un apaisement. Enfin, tout le monde, tous les observateurs soulignent la gravité du bombardement à Damas, parce que c'est très rare que des pays, même quand ils sont en guerre, c'est très rare quand des pays s'attaquent à des installations diplomatiques qui sont en général respectées même pendant les périodes de guerre. Voilà. Et donc, c'est vraiment un acte délibéré de piraterie internationale, mais au point où on en est, le régime sioniste n'en a rien à fiche. Voilà. Alors, Monsieur Cohen, moi j'ai une question. Oui. Est-ce que vous pensez que justement, on peut considérer déjà ce bombardement comme un acte de guerre? Et est-ce que il est légitime pour l'Iran de riposter? Ah, bon, la réponse à la première question est oui, c'est un acte de guerre. C'est-à-dire, c'est comme si Israël avait attaqué le territoire iranien. En attaquant le consulat, c'est une attaque contre l'Iran. Et donc, c'est une provocation qui pourrait, enfin, je veux dire, si on applique, mais enfin, on sait très bien que le droit, c'est quelque chose, disons, d'assez aléatoire et changeant, mais sur le plan juridique, sur le plan légal, l'Iran a le droit d'exercer sa légitime défense et d'attaquer le territoire israélien. Ça veut dire de répliquer au même niveau. Voilà. Et vous pensez que si l'Iran attaque, admettons, ce sera considéré comme un acte de légitime défense? Si on compare ça avec ce qui s'est passé le 7 octobre et la réaction de Israël. Non, je ne crois pas que l'Iran mènera une action directe contre Israël. Parce qu'à ce moment-là, si Israël, à ce moment-là, entre en guerre, si l'Iran bombarde le territoire israélien, les Américains seraient quasiment dans l'obligation de soutenir Israël et d'entrer en guerre. Et c'est ce que l'Iran veut éviter. Ça aurait été, si ça pouvait se limiter. D'ailleurs, il y a eu des messages très clairs des Américains vis-à-vis de l'Iran. Voilà. Bon, ils peuvent admettre des attaques indirectes par les Houthis ou le Hezbollah, mais une attaque directe sur les territoires israéliens mènera à une conflagration entre l'Amérique et Israël d'un côté et l'Iran de l'autre. Ce que l'Iran voudrait a évité et évitera, j'en suis certain. Ok, alors je salue tout le monde pour les arrivants. N'hésitez pas pour celles et ceux qui veulent participer à poser vos questions dans le chat sur YouTube, sur les autres plateformes. Et sur TikTok, vous avez aussi la possibilité de monter et prendre la parole. Alors, soyez concis quand vous posez votre question à Monsieur Cohen et il vous répondra dans la mesure du possible. Donc, j'ai quelqu'un avec nous sur TikTok. Bonsoir, salam alaikum. Salam alaikum. Tout le monde. Monsieur Cohen, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, vas-y. Alors, ne pensez-vous pas que le 7 octobre est une réponse aux 75 ans de génocide et de prison du peuple palestinien, puisque ça a commencé en 1936, leur colonisation, la colonisation israélienne a commencé en 1936. Ne pensez-vous pas que c'est une réponse au 7 octobre? Alors,
Attends, s'il te plaît. Est-ce que tu peux reformuler ta question, Monsieur Cohen? Ouais, je vais te la Non, reformuler. j'ai compris. La colonisation de la Palestine a commencé en 1936. J'ai compris. Les Palestiniens, j'ai ici présent la liste de 23 massacres qui ont été commis dans plusieurs villes palestiniennes de 1936 jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Ne pensez-vous pas que, à force d'avoir été massacrés, torturés, pillés, kidnappés, violés pour les femmes, ils en ont eu marre et ont répondu, donc pour vous, c'est le 7 octobre. Et ne pensez-vous pas que c'est simplement un juste retour des choses? Oui. Juridiquement, logiquement, politiquement, c'est un juste retour des choses. C'est juste une attaque, enfin, une réplique d'un peuple qui est sous occupation, sous domination, et à qui l'ONU, les organisations internationales, le droit international reconnaissent le droit de résister. Ça existe, le droit de résister à une occupation. Et dans le cas présent, il y a une occupation. Et donc, seulement le problème, c'est pas si on raisonnait devant une cour de justice indépendante ou si on raisonnait devant une organisation politique neutre et indépendante, le 7 octobre serait reconnu comme une riposte légitime. Mais aujourd'hui, en Occident, en tout cas en Occident, les médias, on sait de quel côté ils penchent, et donc ils font démarrer l'histoire à partir du 7 octobre. C'est-à-dire, c'est complètement aberrant, mais quand on a le pouvoir sur les médias, eh ben on fait agir les médias selon son intérêt. Enfin, je veux dire, c'est tout à fait, c'est compréhensible, c'est presque banal. Voilà. Donc, les médias étant du côté israélien, ils ont présenté. Je vais faire un parallèle. La Russie attaque l'Ukraine le 22 février 2022. Mais les Occidentaux font partir le conflit à partir du 22 octobre. Mais depuis 2014, il y a eu 15 000 morts. Je répète, 15 000 morts du Donbass, sur le Donbass. Donc, la Russie n'aura fait que répliquer, disons. Mais la question se pose enfin, on n'est plus sur le plan du droit, c'est-à-dire argument contre argument, juridique, diplomatique, etc. Nous sommes sur le terrain du rapport de force médiatique, entre autres. Et le rapport de force médiatique et le rapport de force diplomatique, en tout cas en Occident, il penche en faveur d'Israël au détriment des Palestiniens. Et d'où le discours qu'on entend, malheureusement, mais c'est comme ça, que le 7 octobre a été horrible, etc., etc. Alors, j'ai entendu tout ce que vous m'avez dit. D'accord, je l'ai bien enregistré pour ma part, mais ne pensez-vous pas certainement que, à force d'avoir privatisé le peuple palestinien de ses droits, à force d'avoir kidnappé des femmes et des enfants, à force de les avoir virés de chez eux, torturés, ainsi de suite, le plan de partage n'a pas été respecté dès le départ. Dès le départ, le peuple juif qui est arrivé là-bas n'a pas respecté le plan de partage, y compris que ce soit dans la Torah ou le Coran, ou peu importe la religion, le peuple juif ne doit pas avoir de terre. Pourquoi donc cette obstination à vouloir absolument une terre? Vous n'avez pas de terre dans la Torah. Dans le Coran, vous avez transgressé par 2 fois, vous avez idolâtré un veau, vous avez été banni. Pourquoi cette obstination de ce peuple-là à vouloir absolument une terre, quitte à même à verser du sang d'enfant sur cette terre? Alors, il va te répondre, s'il te plaît. Je ne sais pas ton prénom. Non, mais là, ça remonte. Vous savez, le sionisme n'est pas du tout, mais alors pas du tout un projet religieux, un projet biblique. Au départ, le sionisme est un mouvement athée, anti-religieux, qui n'a rien à voir avec la tradition biblique.
C'est un projet politique, c'est un projet révolutionnaire au départ, et qui est le fait d'une ultra-minorité du peuple juif. Et que toutes les institutions religieuses juives du monde entier s'opposaient à ce projet. C'est ça, il faut voir ça comme ça, d'accord? Voilà, donc c'est pas le peuple juif qui n'a pas eu de terre, pourquoi il veut tout à coup avoir une terre? C'est un groupe, un minuscule, quelques dizaines de milliers de personnes qui ont eu la folle idée, à l'époque ça paraissait complètement fou, la folle idée de réécrire l'histoire du peuple juif, mais justement en le débarrassant de toute la tradition et en faisant un peuple qui entre dans l'histoire de manière laïque, avec la transformation même de ce peuple, qui se débarrasse des oripeaux de la diaspora et de la religion. Et c'est pour ça que les institutions religieuses juives, dans le monde entier, s'étaient opposées au projet sioniste jusqu'en 1948. Voilà. Donc, il faut remonter à un projet laïque qui est, comment dire, et d'ailleurs, ce projet sioniste, il a failli se faire ailleurs qu'en Palestine. À un moment donné, ils ont cru pouvoir aller en Ouganda ou au Birobidjan, etc. Bon, l'histoire a fait qu'ils se sont installés en Palestine. Voilà. Monsieur Cohen, donc avant de redonner la parole pour réagir, il y avait une question là sur le chat Oui. concernant donc l'avertissement américain. Comment dire attendez, excusez-moi, je reprends. Voilà, Biden a demandé un cessez-le-feu immédiat et l'a conditionné au soutien US. Pensez-vous que l'avertissement américain va-t-il porter ses fruits? Oui, parce que comment dire, Netanyahou, il va quand même pas mettre en péril. Enfin, pour moi, c'est un jeu. Voilà. C'est une comédie, c'est une pièce de théâtre qui se joue entre Biden et Netanyahou. Voilà. Fondamentalement, ces deux pays sont liés jusqu'à la mort. D'accord, voilà, sont liés à 100%. Voilà. Et donc, mais disons que les démocrates réalisent qu'ils vont avoir du mal avec les élections. Au niveau international, l'image de l'Amérique co-responsable du génocide en prend un coup. Et donc, il faut réagir. Mais en réagissant ainsi, moi, je suis convaincu qu'ils ont dû envoyer un message avant pour dire, bon, on va faire genre, vous posez un ultimatum, et puis vous allez obéir. Voilà. Parce que c'est insupportable. Et d'ailleurs, les Israéliens ont promis tout de suite d'augmenter l'aide humanitaire, de laisser rentrer beaucoup plus d'aide humanitaire à Gaza. Bon, ça satisfait l'allié américain qui dit nous avons obtenu des Israéliens qui laissent entrer l'aide à Gaza, on n'est plus des criminels dont les mains sont couvertes de sang. Et puis, bon, les Israéliens lâchent un petit peu la pression. De toutes les façons, ce qu'ils laissent entrer, même ce qu'ils vont laisser entrer, ne représentera vraiment qu'une partie de ce dont les Gazaouis ont besoin. Et donc, les problèmes alimentaires, sanitaires continueront, mais on fera en sorte d'alléger un peu la souffrance pendant quelques jours, le temps que on oublie, et puis après, ils vont serrer la vis.
Alors, merci, Monsieur Cohen. Je vais donner la parole à Corbeau qui est avec nous. Bonjour à tous, bonjour Monsieur Cohen. Que pouvez-vous nous dire, Monsieur Cohen, sur la proximité du régime ukrainien et du régime israélien, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Alors, bon, d'abord, il y a un fait, et il y a beaucoup de juifs, entre guillemets, ils ne sont peut-être pas totalement juifs, mais enfin, il y a une très grande population russo-ukrainienne, pas russe seulement, russo-ukrainienne, à peu près 1 million de personnes qui sont établies en Israël. Bon. Il y a une communauté juive assez importante en Ukraine. Il y a un grand, comment dire, il y a un grand pèlerinage qui se fait à peu près vers le Nouvel An juif, de dizaines de milliers de religieux qui vont en Ukraine. J'ai oublié le lieu, mais c'est très connu. Il y a des oligarques ukrainiens. Je crois que le plus riche, un des deux, des plus riches, ou les deux plus riches, sont des juifs. Donc, enfin, jusqu'à la guerre, il y avait des liens assez importants. Les Israéliens n'ont jamais, enfin, en tout cas à ma connaissance, n'ont jamais critiqué les dérives nazies du régime ukrainien, mais presque assez surprenant, lorsque l'Ukraine a été attaquée, les Ukrainiens ont cru trouver en Israël un allié, en tout cas au moins une livraison d'armes, ce qu'Israël a refusé. Israël refuse systématiquement de livrer des armes assez perfectionnées qui pourraient faire du mal à la Russie. Pour la bonne raison, c'est que malgré les bonnes relations, c'est que Netanyahou et Poutine ont d'excellentes relations personnelles et entre pays depuis au moins 10 ans. Et donc, les Israéliens, ça le pragmatisme israélien, c'est qu'ils ne veulent pas mettre en péril les bonnes relations qu'ils ont avec la Russie. Pourquoi Israël s'entend bien avec Poutine? Parce que Israël veut avoir les mains libres sur la Syrie et donc a besoin de la compréhension ou de l'entente avec la Russie, ce qu'elle a obtenu jusqu'à présent. La Russie n'a jamais livré des armes sophistiquées à la Syrie pour pouvoir résister aux agressions israéliennes sur son territoire. Donc l'Ukraine, d'ailleurs, Zelensky s'est beaucoup plaint de l'attitude d'Israël, mais en même temps, les Israéliens sont assez machiavéliques, ça veut dire ils voient leur intérêt n'était pas d'aider l'Ukraine. Voilà. Voilà à peu près ce qu'on peut dire des relations entre l'Ukraine et Israël. Alors, Monsieur Cohen, il y avait une question sur le chat, je vais vous la poser, c'est concernant, que je retrouve ça, alors, voilà. Est-ce qu'il y a donc une opposition israélienne et envisage-t-elle de faire renverser Netanyahou? Alors, il faut, je crois que dans les médias, on fait une grosse erreur, à mon avis, sur les manifestations en Israël. Alors, les manifestations en Israël ne sont pas des manifestations contre la guerre à Gaza. Voilà. Il faut le savoir. Je veux dire, c'est pas des gens qui se disent faut arrêter le massacre, etc. Pas du tout. Mais il y a un compte à régler. Il y a beaucoup d'Israéliens qui ont un compte à régler avec Netanyahou et ils voudraient au moins qu'il y ait des élections. S'il y a des élections, Netanyahou, il va sauter. Bon. Et ces gens qui manifestent, d'abord, vous savez, c'est quand même un pays de 10 millions d'habitants, il y a entre 50 000 et 100 000 qui manifestent. C'est pas mal. Mais
je veux dire, c'est pas non plus un bouleversement extraordinaire. Bon, il manifeste parce que Netanyahou s'accroche au pouvoir, alors qu'il réclame des élections. D'ailleurs, le chef de l'opposition a proposé des élections pour le mois de septembre. Évidemment, lui, il a intérêt à ce qu'il y ait des élections, puisque Benny Gantz, il serait largement élu. Sauf que rien n'oblige, mais absolument rien n'oblige Netanyahou à organiser des élections. Il a une majorité solide et il a une majorité sur laquelle il peut compter et il a encore 3 années de pouvoir et je ne crois pas qu'il lâchera. D'autant plus qu'il a un argument assez solide. Il dit qu'on ne peut pas se permettre de s'engager dans un débat électoral alors que le pays est en guerre. Bon, même sur le plan des otages, Netanyahou est critiqué parce que certaines familles disent que Netanyahou ne fait pas ce qu'il faut pour faire revenir les otages, pour négocier. Mais en même temps, le camp des otages est divisé. C'est-à-dire qu'il y a une partie des familles des otages qui appuient Netanyahou. C'est-à-dire qu'ils disent qu'il ne faut pas politiser la question des otages, il faut d'abord assurer la victoire d'Israël. Donc, à mon avis, ces manifestations qui existent, certes, mais qui sont montées, pour... Il y a un camp qui veut se débarrasser de Netanyahou. Pour quelle raison? Parce qu'on veut que ce soit presque le bouc émissaire. C'est-à-dire, Netanyahou, c'est un peu le diable qui présente la mauvaise image du sionisme. Et donc, il y a l'État profond, comme quand il y a eu des manifestations pour la Cour suprême. À l'époque, je vous avais dit que, à mon avis, c'était l'État profond sioniste qui poussait à ces manifestations parce que le gouvernement de Netanyahou avec l'extrême droite n'était pas très bien vu. Ça faisait mauvais genre. Et donc, on voudrait se débarrasser de Netanyahou pour faire revenir un sioniste bon teint. Ça veut dire un genre Benny Gantz qui va dire oui, il faut une solution à 2 États, on va négocier avec les Palestiniens. Et il y a beaucoup comme par exemple des Américains, qui poussent aussi à la démission de Netanyahou. Parce que, en fait, leur calcul, c'est quoi? C'est pas du tout pour faire une révolution pour la Palestine ou pour Gaza, pour les réfugiés, pas du tout. C'est juste pour présenter une meilleure image du régime sioniste. Or, je peux vous dire que depuis 1948, les sionistes de gauche comme de droite sont exactement pareils. Voilà. C'est-à-dire, on aurait très bien pu avoir un premier ministre du centre ou de gauche qui aurait mené cette guerre à Gaza. Cette guerre à Gaza, tout le gouvernement, tout l'État profond sioniste la voulait parce que l'État profond sioniste a décidé une bonne fois pour toutes qu'il fallait récupérer Gaza, voilà, et se débarrasser de sa population. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a permis au Hamas, à l'attaque du Hamas de prendre une certaine ampleur, de manière à ce que la réponse soit totale et dévastatrice. Et donc, ces manifestations, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas attendre grand-chose de ces manifestations. D'abord, je ne pense pas que Netanyahou va partir, ça m'étonnerait fort. Il a une forte majorité. Et deuxièmement, même si ça arrivait, ça ne changera pas grand-chose au drame des Palestiniens. Alors, merci, M. Cohen. Avant de continuer, il y avait des questions, il y avait des gens qui voulaient participer sur YouTube. Alors, malheureusement, ce soir, ça ne va pas être possible. Par contre, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat
et je les poserai volontiers à M. Cohen. Alors, M. Cohen, je vais vous passer la petite vidéo pour la suite de l'émission. Oui. Dans cette ambulance arrivée devant l'hôpital Al-Najjar de Rafah, les dépouilles d'employés de l'ONG américaine World Central Kitchen. Parmi elles, un Palestinien, mais aussi des ressortissants de Pologne, du Royaume-Uni ou encore d'Australie. Tous ont été tués par une frappe israélienne selon l'ONG. Les témoins affirment que les humanitaires ont été ciblés alors qu'ils distribuaient de la nourriture à bord de leur véhicule. Les autorités australiennes ont rapidement réagi à la mort de leurs concitoyennes. Nous avons déjà contacté le gouvernement israélien. Nous avons également demandé à l'ambassadeur d'Israël de rendre des comptes. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de circonstances acceptables pour qu'une personne apportant de l'aide et de l'assistance humanitaire perde la vie. Le Royaume-Uni, touché par la mort d'un de ses ressortissants, demande également à Israël de répondre de ses actes. Nous sommes choqués et attristés d'apprendre la mort des travailleurs humanitaires à Gaza. Nous demandons à Israël d'enquêter de toute urgence sur ce qui s'est passé, car il y a manifestement des questions auxquelles il faut répondre. Face à la multiplication de condamnations des membres de la communauté internationale, l'armée israélienne promet d'ouvrir une enquête. De son côté, World Central Kitchen, qui agissait dans une bande de Gaza menacée de famine, a annoncé suspendre ses activités dans la région. Oui, malheureusement, ce qui s'est passé, enfin bon, je suis quelques sites américains et il est clair, voilà, que c'était délibéré. Le président de cette organisation humanitaire, j'ai oublié son nom, il a un nom un peu type espagnol, il est très proche du gouvernement Biden, il est très proche des démocrates, et il a dit textuellement, je l'ai entendu, que cette attaque était délibérée. Voilà, l'attaque israélienne était délibérée, il y a des détails, etc. Et ça montre. Alors, le reste, quand on entend le personnel politique australien ou britannique, c'est des hypocrites. Parce que, bon, ils versent une larme de crocodile, mais ils s'en fichent pas mal. Parce que depuis 6 ou 7 mois, ils ont donné carte blanche à Israël de faire ce qu'il voulait. Et donc là, il vient pleurer aujourd'hui. Mais pour dire quoi? Qu'Israël va mener une enquête. De toute façon, les Israéliens ont reconnu que c'était une frappe par erreur et qu'ils sont désolés. Voilà. Bon, point barre, on continue. Voilà. On fait comme si de rien n'était. Donc, en fait, cette organisation humanitaire américaine on l'a laissé entrer à Gaza pour remplacer l'UNRWA. L'UNRWA, qui est un organisme des Nations Unies, qui a 10 000 employés, c'est grâce à cette organisation qu'1 million, 2 millions de Palestiniens sont scolarisés, nourris, soignés, etc., qu'Israël veut se débarrasser de l'UNRWA et que cette organisation humanitaire était rentrée pour donner un coup de main aux Palestiniens, et les Israéliens en ont assassiné 7 dans des attaques contre 3 voitures, l'une après l'autre. Enfin, les détails sont absolument ne laissent aucun doute sur la volonté des Israéliens de les assassiner. Le message, quel est le message? C'est que, quelle que soit votre nationalité, quels que soient vos antécédents, vos passeports, on n'en a rien à fiche, même si vous avez l'agrément, tout ce que vous voulez, si vous entrez à Gaza pour aider les Palestiniens, vous risquez d'être assassiné. Voilà. Ça, c'est le message clair et net. Et dorénavant, je ne crois pas qu'il y aura beaucoup d'organisations humanitaires qui vont se porter volontaires pour entrer à Gaza, parce qu'elles savent qu'elles vont devenir la cible des Israéliens. Voilà. Et donc le message est clair, il n'y aura pas d'aide humanitaire à Gaza,
il faut les laisser crever. En fait, c'est ça le programme des Israéliens, rendre Gaza inhabitable. Ça veut dire au point de vue sanitaire, scolaire, médical, tout ce que vous voulez. Même l'aide étrangère ne rentrera pas et on ne voit pas qui pourra venir en aide à ces malheureux Gazaouis. Voilà, et Israël fait ce qu'il veut, au vu et au su. Voilà, c'est une réalité terrible et il faut pas croire dans ces hommes politiques français, australiens, britanniques, américains, etc., qui versent une larme de crocodile. C'est pas vrai, parce que depuis 6-7 mois, ils ont laissé faire, ils laissent faire et ils laisseront faire parce ils ont partie liée avec Israël et dans le programme qui va suivre, c'est-à-dire de rendre Gaza un territoire israélien avec ses richesses, etc. Voilà. Alors, Monsieur Cohen, malheureusement, j'ai eu un petit souci de connexion. J'ai pas tout entendu de votre intervention. Du coup, par rapport à ce dommage collatéral, il me semble que le président israélien s'était excusé, hein. Oui, mais bon, ils ont dit que c'était une bavure. Voilà. Eh bien, on regrette. Point barre. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Or, tous les témoignages que j'ai entendus des spécialistes, etc., même le chef de cette organisation humanitaire l'a déclaré. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Il est aux États-Unis. Il est très proche de Biden. Il est très proche du Parti démocrate. Et il a dit c'était une attaque délibérée pour les tuer. Voilà. Eh bien, les Israéliens allaient les contredire. Voilà, ils ont dit ben, c'était une erreur. Voilà. Vous savez, quand il y a une guerre, il y a des erreurs. Ils ont dit eh bien, il y a une erreur, on s'en est désolé. Voilà, point barre. Mais d'autres erreurs, il y aura d'autres erreurs. L'essentiel, c'est que le message aux humanitaires est passé. C'est-à-dire, si vous venez à Gaza, vous risquez votre vie. Voilà, point barre. Aucun passeport ne vous protégera, aucun personnel diplomatique ne vous protégera. À Gaza, vous êtes à notre merci. Voilà. Voilà. Alors merci Monsieur Cohen. Il y avait quelques questions là que je relève sur le chat, donc concernant les frappes en territoire syrien et libanais. Relève-t-elle de l'intimidation ou vise-t-elle à provoquer un conflit avec la sphère d'influence iranienne? Entre parenthèses, Liban, Syrie. Bon, vous savez, les frappes israéliennes sur la Syrie, comme je l'ai déjà dit, enfin à plusieurs reprises, il y en a au moins une par semaine, depuis des années et des années. Voilà, au moins une par semaine. Et elles touchent les aéroports, elles touchent les usines, elles touchent les convois. Voilà, donc c'est comment dire, c'est du classique, malheureusement, enfin voilà, mais c'est la réalité. Donc en fait, c'est une politique qui est menée par les Israéliens, disons, d'une attaque de basse intensité pour montrer qu'ils sont les maîtres, qu'ils peuvent attaquer où ils veulent, quand ils veulent. Et ça, c'est un élément, bon, et il faut en sorte de ne pas pousser très loin. Ça veut dire de limiter la casse. Donc, en fait, ce sont des attaques, disons, de faible intensité, mais quand même, parfois, ils endommagent des aéroports. L'aéroport d'Alep, je ne sais pas combien de fois il a été bombardé. L'aéroport de Damas, quand il y a des avions iraniens qui atterrissent avec du matériel, il y a des bombardements. Donc, c'est une politique, menée par Israël depuis des années, et ça n'a pas changé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La seule différence, c'est l'attaque d'il y a quelques jours sur le consulat. Mais jusqu'à présent, voilà, les bombardements. Avec le Hezbollah, c'est différent parce que le Hezbollah réplique, alors que la Syrie ne réplique jamais. Voilà, c'est ça la différence. Le Hezbollah réplique, il bombarde. D'ailleurs, la preuve, c'est que
euh, toute la partie nord d'Israël a été évacuée depuis 6 mois. Ça veut dire qu'il y a toute la partie nord d'Israël, le gouvernement israélien a fait évacuer, je crois que c'est quelque chose comme 80 000 personnes. C'est énorme. Ça veut dire qu'ils ont fermé des écoles, des commerces, des immeubles, etc. Donc c'est une zone déserte. Il n'y a plus de vie. Pourquoi? Parce que le Hezbollah réplique. Il attaque des bases. Il a attaqué la base de Méron, une base très importante. Donc la différence, c'est que Israël sait très bien que chaque coup porté contre le Hezbollah, il y a la réplique, et une réplique qui touche, qui fait mal, même si ça reste limité, mais ce sont des frappes qui font mal, alors que la Syrie, du côté syrien, il n'y a aucune réponse. Voilà. Alors, il y avait une autre question sur le chat, ça concerne le Liban, qui apparemment ne va pas échapper au tapis de bombes israélien. Qu'est-ce qui pourrait sauver le Liban? Non, jusqu'à présent, ce n'est pas arrivé. Donc, depuis 6 mois, il y a des échanges et l'attaque n'est pas arrivée. Ça veut dire que, d'une part, le Hezbollah, il frappe, enfin, il calcule ses frappes de manière à ne pas faire déborder le conflit. Et les Israéliens font pareil. Ils touchent le Hezbollah de manière à ne pas provoquer un embrasement. Ça veut dire que des deux côtés, il y a un accord tacite de ne pas faire déborder le conflit. Le jour où l'un des deux décidera qu'il est dans son intérêt de le faire, ben rien ne l'empêchera. Je veux dire, et ça, personne ne peut dire quand ça arrivera, ni si ça arrivera. Je veux dire, aujourd'hui, si Israël avait la certitude de pouvoir le faire en toute impunité, il l'aurait fait. Mais la preuve, c'est qu'Israël ne fait pas, malgré l'envie qu'il a de le faire. Voilà. Et donc, il y a une espèce d'accord tacite de ne pas aller au-delà d'un certain niveau. Mais le jour où, je ne sais pas, pourquoi pas, l'état-major du Hezbollah ou l'état-major israélien décidera, bon, cette fois-ci, on y va, ben, le prétexte, on peut le trouver, hein, c'est pas difficile. Wari, on t'entend pas. Oui, excusez-moi, j'ai pas mis le micro. Donc, je disais, qu'est-ce que l'État profond israélien, un gouvernement occulte au-dessus du gouvernement officiel, et qui forme cet État profond? Alors, qu'est-ce qui forme cet État profond? C'est surtout l'appareil sécuritaire et militaire. Voilà. C'est un État dans l'État. Vous savez, il y a une formule célèbre qui date de très longtemps, où on disait que chaque pays a une armée. Tout pays a une armée, mais en Israël, c'est l'armée qui a un État. C'est l'armée qui a un pays. Voilà. C'est-à-dire, c'est pour montrer la force de ce pouvoir, pas secret, mais disons occulte. Voilà. C'est-à-dire, non seulement il y a l'armée, mais il y a le Mossad, il y a le Shin Bet, il y a le renseignement militaire, il y a 6 ou 7 organismes comme ça, et qui forment l'ossature de cet État profond. Et ce sont eux qui décident finalement, en fait. Les partis politiques, bien sûr, enfin, qui donnent le là sur les grandes orientations. Voilà. Vous savez, par exemple, je vais vous donner un exemple. En 82, Begin était Premier ministre et son ministre de la Défense était Ariel Sharon. Et Ariel Sharon a dit à Begin, nous allons envahir le Liban seulement 20 km.
Et Begin a dit d'accord, ok. Et puis Sharon, le ministre de la Défense, ça, voilà l'état profond, il a dit non, non, on va continuer jusqu'à Beyrouth. Donc en fait, c'est souvent les militaires, par exemple, s'ils veulent chauffer, entre guillemets, le front avec Gaza, ils éliminent un homme politique. Ou bien le Mossad va éliminer une personnalité palestinienne importante. Donc en fait, ce sont des organismes, je dirais pas qui échappent au contrôle, mais qui ont une force considérable au sein du pays et qui donnent le là de la politique à mener. Et donc, ils sont, comme ce sont des organisations du renseignement, des organisations militaires, elles sont surtout intéressées par l'usage de la force, par l'importance de la puissance, de, comment dire, le terme vient en anglais, de la dissuasion, voilà, de la déterrence, de la dissuasion et de l'esprit militaire, de l'esprit de sacrifice, de l'esprit de l'héroïsme, c'est ça qui est important en Israël, qui forme cette société un peu particulière où vraiment tout est tourné vers l'héroïsme, le sacrifice, et voilà qui donne voilà l'état d'esprit, enfin voilà l'état profond tel que moi je l'imagine, voilà. Ok, merci Monsieur Cohen. On va bientôt clôturer. J'avais une dernière question. Moi, c'était concernant justement ces fameux bombardements et comment dirais-je, le, 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 le stock d'armement justement, parce que Israël ne va pas pouvoir bombarder éternellement comme ça sans que ces stocks s'épuisent. Donc, ah oui, non, mais de toute Sans que façon, les les stocks Américains, s'épuisent. non, mais les Américains, il y a quelques jours, ils ont décidé ils ont encore livré je sais pas combien non, non, les Américains sont là, ils livrent, hein. C'est pour ça que je dis, ils jouent une pièce de théâtre. D'un côté, Biden fait semblant d'être fâché, etc. Mais il y a quelques jours, ils ont dit, il n'y a aucun problème, ils ont livré toutes les armes qu'Israël voulait. Il y a un souci, Wally? Wally, il y a un souci? Bon, ben écoutez, je ne sais pas ce qui se passe. Alors, je vous souhaite un bon phtor, une bonne fin de Ramadan, et puis à la semaine prochaine. Au revoir.
Voilà les amis, donc désolé, problème de connexion malheureusement. Donc merci à tous d'avoir participé encore ce soir. Je fais juste un petit rappel pour notre sœur Nabila Kilani, que j'ai eu des nouvelles justement hier. Donc elle est toujours en vie, Dieu merci. N'hésitez pas pour celles et ceux qui peuvent participer, il y a un lien en description. Tout ira pour elle. Donc, c'est cette dame qui est en lien avec l'association AMPP 60 qui fait de l'humanitaire sur le terrain. Malheureusement, depuis les événements du 7 octobre, bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué. Mais voilà, il y a donc ce lien pour participer financièrement. Si vous ne pouvez pas, faites-le, partagez-le, pardon. Et donc, de toute manière, tout ira à Nabila, notre sœur. Dernière chose, n'hésitez pas à ceux qui ont raté le début du live, n'hésitez pas à retourner sur YouTube, Altitude, vous avez la possibilité de revoir le live, à vous abonner et partager bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Salam alaikum à tous, sahaf torkom. Excellente soirée.